Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Le secrétaire général de l'OMT en visite officielle au Maroc était à Marrakech aujourd'hui où il s'est rendu sur plusieurs sites historiques et culturels. Une visite dans le cadre des préparatifs de la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qu'abritera la cité Ocre. Quels sont les principaux enjeux de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue ce week-end? Éclairage avec Azdine Rofran, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi, Rabat. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous parlerons des conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les malades avec l'invité de ce journal, le professeur Abdeltif Benidr, directeur du centre Mohamed VI pour le traitement des cancers. Du sport pour terminer avec cette démonstration de force des Lions de l'Atlas devant le pays hôte, le Cameroun, hier en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Nous reviendrons sur cette victoire. Suivre l'avancement des préparatifs et découvrir les potentialités touristiques de la ville qui abritera la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Le secrétaire général de l'OMT était à Marrakech aujourd'hui où il s'est rendu sur plusieurs sites historiques et culturels. Reportage d'Hassan Houben, le récit est de Amina Mkhar. Autour de ces tables, les opérateurs du tourisme, le secrétaire général de l'OMT et la ministre de tutelle. Au cœur des discussions, la relance d'un secteur frappé de plein fouet par les effets de la pandémie. Un sujet abordé ici à Marrakech qui accueillera en octobre 2021 la 24e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Je trouve que c'est une extraordinaire occasion parce que ça va nous permettre, Inch'Allah, juste après les vaccins, après tout ça, pour oublier le Covid. Et c'est la meilleure façon de relancer le tourisme, Inch'Allah, à partir d'octobre 2021. La prochaine Assemblée générale de l'OMT sera historique et aucun effort ne sera ménagé pour en faire l'un des événements post-pandémie les plus réussis. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'organisation. Un message qui prête à l'optimisme. Il y a aujourd'hui des raisons d'y croire, des raisons pour être plus optimiste parce que la campagne de vaccination a commencé dans notre pays. Il y a des grands événements d'une dimension internationale qui se préparent et donc tous, nous devons rester vigilants, mais en même temps nous préparer avec optimisme à traverser cette crise ensemble comme une seule famille. Et ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur Marrakech pour accueillir la grande famille du tourisme. La ville Ocre est la première destination touristique au Maroc et en Afrique. La tenue de cette Assemblée générale de l'OMT à Marrakech en octobre prochain témoigne du leadership du Maroc. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de cette organisation qui a accordé un entretien à notre correspondante Izzat Charqi. Une entrevue lors de laquelle il revient sur ces différentes rencontres avec les responsables marocains et sur le tourisme mondial de l'après-Covid. Un entretien réalisé par Izzat Charqi, Mohamed Chehima, Khalid Ben Qaddour et Adil Bouskri. Bonsoir, Monsieur Zourab Pololikashvili. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes actuellement en visite au Maroc en marge des préparatifs de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Vous avez eu l'occasion de rencontrer plusieurs responsables gouvernementaux. Que faut-il retenir de ces rencontres ? Nous avons eu un programme intéressant durant notre visite. Nous avons débuté à Rabat, où nous avons eu l'honneur d'être reçus par le chef du gouvernement, avec qui nous avons eu une conversation très intéressante. Et nous avons constaté qu'avec son équipe, ils étaient engagés et prêts à soutenir non seulement notre Assemblée générale, mais également la reprise du tourisme au Maroc. En 2019, le Maroc a été choisi par la majorité des pays membres pour abriter cet événement d'envergure mondiale qu'est l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme. Vous qui avez parcouru le monde, qu'est-ce qui fait du Maroc un pays touristique par excellence ? L'hospitalité fait partie intégrante de l'identité des personnes qui vivent au Maroc.
On le sent dès le premier contact avec nos amis marocains, la diversité du produit touristique, de la nature et de la culture bien sûr, ainsi que la situation géographique. Le Maroc est l'un des points les plus proches d'Europe, tout en se situant en Afrique. Depuis le début de cette pandémie, le tourisme à l'échelle mondiale vit une crise importante. Le monde où nous vivons n'est plus le même. Quel est selon vous l'avenir du secteur après Covid et qu'en est-il du Maroc? Je suis très optimiste et positif sur le fait que la campagne de vaccination, qui a déjà commencé dans plusieurs pays, va aider. Marrakech et le Maroc seront le lieu qui accueillera la première grande rencontre en présentiel. J'espère vraiment que nous pourrons le réaliser. Ce sera l'occasion de discuter avec tous les acteurs du secteur. Dernière question, Monsieur le Secrétaire général. La pandémie a bouleversé le monde. Il y a désormais une nouvelle façon de vivre et de faire. Est-ce qu'on voyagera et on fera du tourisme autrement? Selon vous, comment sera le tourisme post-Covid? Je pense que petit à petit, les personnes recommenceront à voyager. Tous mes amis et certainement le monde entier ont envie de prendre un avion et voyager quelque part. C'est ce que je ressens lors de nos réunions et je suis sûr que ça arrivera un jour. Mais encore une fois, il faudra être patient et responsable et je suis sûr que ça arrivera très prochainement. Le Covid-19 qui a plongé le secteur touristique et aérien dans la pire crise qu'il ait jamais connue. Le trafic passager a chuté de 66% en 2020, une baisse historique du nombre de passagers. Parlons à présent de cette réunion qui concerne l'organisation panafricaine. Les travaux de la 38e session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA se sont poursuivis aujourd'hui par visioconférence avec la participation du Maroc. Cette session en prélude à la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 6 et 7 février est placée cette année sous le thème Art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. Les participants sont également revenus sur les priorités de l'action de la Commission durant ces 4 dernières années. Les infrastructures, la gouvernance démocratique. On va continuer à parler de ce sommet avec Ezdin Rofran, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi Rabat. Professeur Rofran, bonsoir. Alors 2020 a été une année particulière pour le continent qui a dû affronter une crise sanitaire sans précédent. À l'ordre du jour du sommet de l'UA figure bien évidemment la mobilisation face au Covid-19, mais d'autres points importants seront abordés. Quels sont les principaux enjeux de ce sommet ? Merci pour l'invitation, mais comme vous venez de le mentionner, et tout d'abord, il convient de rappeler que le thème de cette année a rapport avec la culture, les arts africains et le patrimoine. Et cela rappelle que les instances africaines ou le panafricanisme n'a pas seulement une dimension économique et politique, il a également une dimension culturelle. Et dans ce contexte, l'Union africaine essaye d'instrumentaliser la culture comme levier de développement et comme levier ou instrument d'affirmation sur la scène internationale. Ensuite, s'agissant des autres questions, à l'ordre du jour, je peux distinguer entre des questions récurrentes et des questions en rapport conjoncturel, en rapport avec l'actualité. S'agissant des questions récurrentes, donc on trouve à l'ordre du jour la question inhérente à la problématique de la paix et de la sécurité et aux problèmes de terrorisme. D'autre part, on trouve la problématique de l'intégration régionale et les obstacles qui entravent l'implémentation de l'intégration régionale à l'échelle continentale. Et également, on trouve des questions en rapport avec
la réalisation des objectifs du développement durable et inclusif, sans oublier, par exemple, la question des opérations ou de la coopération entre l'ONU et l'Union africaine en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. S'agissant des questions, l'intégration régionale est l'un des objectifs de l'UA. La ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, est entrée en vigueur. Que peut-elle apporter au continent et quelles sont les opportunités offertes pour le Maroc? Effectivement, cette année ou le début de l'année 2021 a été marqué par deux événements majeurs. Le premier, c'est l'implémentation effective de la zone de libre-échange continentale africaine et également la nomination du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale. En rapport avec l'impact de l'implémentation de cette zone pour l'Afrique, il convient de citer notamment une étude récente de la Banque mondiale qui a rappelé que l'implémentation de cette zone, il peut aider les pays africains à faire sortir environ 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et également augmenter le revenu de 60 millions. D'une manière générale, la libéralisation du commerce des marchandises et des services ne peut que stimuler la croissance et la facilitation du commerce et également la réduction des inégalités au niveau des pays africains et également l'industrialisation. En rapport avec les opportunités offertes par l'implémentation de cette zone pour le Maroc, il faut rappeler que le Maroc il a relativement une économie diversifiée et un certain nombre d'avantages comparatifs dans des secteurs industriels bien déterminés. Également, il est le premier investisseur africain au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc la création d'un marché continental avec une population d'environ d'1,2 milliard d'habitants ne peut que stimuler les exportations marocaines et également élargir les périmètres de la présence marocaine en Afrique, par exemple au niveau de l'Afrique australe. Et il va sans dire que, vu la diversification de l'économie. Merci pour cet éclairage. Oui. La relance économique. J'en prie. Merci. La relance économique au cœur de ce premier conseil du gouvernement de ce mois de février. Parmi les projets de décret approuvés par le conseil, celui relatif à la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, créé pour venir en aide aux entreprises les plus touchées par la pandémie. Reportage Nadia Ouhitta et Salim Abnel. Comme à l'accoutumée depuis le début de la crise sanitaire, c'est par écran interposé que les ministres se sont réunis autour de Saad Eddine El Athmani. Parmi les projets de décret approuvés ce matin, celui portant sur la création du fonds Mohamed VI pour l'investissement, dont l'ambition est de contribuer au financement de projets, de renforcer le capital des entreprises et de soutenir les activités pour sortir de la crise économique provoquée par l'épidémie de Covid-19. Il s'agit de fixer à 15 milliards de dirhams le capital initial du fonds et de définir ses statuts, qui comprennent la liste des premiers administrateurs du conseil d'administration. Également parmi les priorités, les dernières intempéries qui ont touché le royaume et qui posent une nouvelle fois la question de l'anticipation. Dans ce sens, un exposé a été présenté par Nordine Boutayeb, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, pour détailler le plan d'action national de gestion des risques et des catastrophes naturelles. Le Conseil de gouvernement qui a également décidé de prolonger l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 10 mars 2021, et cela bien sûr dans le cadre des efforts de lutte contre la propagation de la pandémie. Et toujours concernant le Covid-19, arrêtons-nous sur les derniers chiffres. Depuis hier, 18h, 620 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés, un intervalle durant lequel 28 décès ont été annoncés. Concernant les guérisons, 742 rémissions ont été répertoriées à travers le royaume. Pour ce qui est de la campagne de vaccination, depuis son lancement à ce soir 18h, plus de
351 723 personnes ont reçu la première dose du vaccin. Vous le savez, le chiffre est communiqué chaque jour par le ministère de la Santé. Un mot également sur ces précisions, toujours du ministère de la Santé, qui affirme ce soir que le vaccin AstraZeneca peut être utilisé chez la population âgée de plus de 65 ans et plus. Dans un communiqué relatant l'avis du Comité national scientifique, le ministère précise qu'il répond ainsi aux interrogations soulevées ces derniers jours. Le ministère souligne que ce vaccin a obtenu l'autorisation d'utilisation sans limitation d'âge à 65 ans par l'Agence européenne des médicaments et les autorités sanitaires de plusieurs pays, dont le Maroc. Et ce vaccin, c'est un espoir, mais aussi plusieurs interrogations. Les catégories concernées par cette première phase qui se rendent au centre de vaccination demandent aussi des précisions qui concernent l'efficacité, la durée et les effets secondaires. Autant de questions auxquelles répondent chaque jour le staff médical. Reportage à Nador de Fouad Azzouzi, le récit est de Rita Sah. Dans cette salle d'attente située à Nador, ces citoyens attendent leur tour pour se faire vacciner. S'ils sont conscients de l'importance de cette opération, la majorité se pose cependant beaucoup de questions. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux vaccins? L'effet est-il le même? Est-ce qu'il est possible de prendre la première dose d'un vaccin et la deuxième de l'autre? Selon les spécialistes, le vaccin chinois ainsi que le suédo-britannique auraient la même efficacité. Tous deux se conservent également à la même température, à savoir entre 2 et 8 degrés. Seule différence, le procédé de fabrication. Sinopharm est fabriqué à partir du virus inactif, alors qu'AstraZeneca contient un adénovirus. Il faut compter 21 jours entre les deux doses pour Sinopharm et 28 jours entre les deux injections pour AstraZeneca. Quant aux stations de vaccination, chacune dispose exclusivement de l'un des deux vaccins, l'objectif étant de pouvoir administrer aux personnes qui recevront les injections les deux doses du même produit. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. La région de Souss Messa renforce ses assises industrielles avec le lancement de plusieurs parcs dédiés, des lots pour encourager les investissements des jeunes porteurs de projets. Nous célébrons ce 4 février pour la première fois la journée mondiale de la fraternité humaine. À quoi renvoie cette notion dans notre vie de tous les jours et dans nos relations? Nous avons consacré un reportage à toutes ces questions. Mais avant cela, parlons, et à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous avons voulu mieux comprendre les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les malades. Avant d'en parler avec notre invité, je vous propose de suivre ce reportage réalisé au Centre régional d'oncologie Hassan II de Oujda. Reportage Oussama Ofker, le récit est de Jaziel Hamel. Assia, en consultation avec son oncologue, vient de guérir du Covid-19. Après avoir suivi son traitement selon le protocole sanitaire, elle a pu vaincre la maladie malgré son cancer, une pathologie qui diminue les défenses immunitaires et qui fait d'elle une personne fragile. Lorsque j'ai été hospitalisée, j'ai bénéficié d'une plus grande attention de la part de tout le personnel médical qui m'a prise en charge et j'ai pu me remettre sur pied. Après avoir fait le test, j'ai appris que j'ai contracté le coronavirus. J'ai alors pris mon traitement et j'ai eu un suivi médical à distance. Tous les 2 jours, le médecin s'enquérait de mon état de santé. Depuis le début de la pandémie, les soins des personnes atteintes de cancer n'ont jamais été suspendus ici au Centre régional d'oncologie Hassan II d'Oujda, un centre où les médecins encouragent la vaccination de cette catégorie de la population. Nous insistons pour que les patients atteints de cancer puissent se faire vacciner après avoir eu l'accord de leur médecin, car chaque cas est particulier et seul l'oncologue est habilité à donner un avis favorable. Nous n'avons pas eu beaucoup de cas de Covid parmi nos patients. Ceux qui ont contracté le virus ont été pris en charge dans des unités dédiées aux malades Covid et aujourd'hui, ils vont très bien. Célébrer ce jeudi la journée mondiale de la lutte contre le cancer nous rappelle que 40% des cancers sont potentiellement évitables, 20% sont traités à des fins palliatives et les 40% restants peuvent quant à eux être traités selon l'OMS. Au Maroc, 48 000 nouveaux cas de cancer, tous types confondus, sont recensés chaque année. Pour parler de cette journée mondiale contre le cancer et de l'impact du Covid, le professeur Abdeltif Benidder, directeur du centre Mohamed VI pour le traitement des cancers, est l'invité de ce journal. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, un petit état des lieux. Quels sont les cancers les plus répandus au Maroc?
Merci pour l'invitation et merci d'avoir pensé au cancer malgré ces circonstances donc, de la pandémie Covid. Effectivement, donc, le cancer au Maroc, récemment, il y avait les publications du Centre international de recherche contre le cancer. Il a donné les statistiques internationales et en particulier les statistiques pour le Maroc. Elle a estimé qu'en 2020, on devrait avoir à peu près 60 000 nouveaux cas de cancer à l'échelle nationale. Quand on voit les données du registre des cancers du Grand Casablanca, ces cancers sont dominés par 5 types de cancers. Ces 5 types de cancers posent un réel problème de santé publique, pas seulement au Maroc, mais à l'échelle mondiale aussi. Et parmi ces cancers, on trouve par exemple chez la femme le cancer du sein qui reste de loin le cancer le plus fréquent. C'est 36% des cancers de la femme au Maroc. Et le deuxième cancer, c'est le cancer du col de l'utérus, qui vient en deuxième position avec 14%. Et quand on voit que le sein et le col, c'est presque 50% des cancers de la femme au Maroc. Et en troisième position, on trouve les cancers colorectaux. Et chez l'homme, c'est le cancer du poumon qui vient en premier lieu. C'est 25% des cancers de l'homme, suivi par le cancer de la prostate, qui est à peu près 12%, et le cancer colorectal qui vient en troisième position. Le cancer colorectal est un peu plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Alors, professeur, l'OMS a déploré aujourd'hui l'impact catastrophique du Covid sur le traitement du cancer. Selon votre expérience au sein du centre que vous dirigez, quelles conséquences a eu le Covid sur les malades atteints de cancer? Est-ce que le Covid a ralenti le dépistage et les traitements? Effectivement, le Covid a retenti sur toutes les activités. En particulier en cancérologie, il a retenti sur les activités depuis le diagnostic jusqu'au traitement et les soins palliatifs. Ce qu'on a constaté, c'est que surtout la première partie du confinement, donc les malades ne consultaient pas, il y avait un problème de diagnostic, il y avait beaucoup de retard de diagnostic et de dépistage, parce que même quand on voit d'ailleurs les données des spécialistes d'organes qui font le diagnostic, ils ont quand même une bonne réduction de leur activité et par conséquent, il y avait beaucoup de retard de diagnostic. Au cours du traitement, pour les malades qui sont en cours de traitement, ces malades, donc on a tout fait pour qu'ils continuent leur traitement, pour que le Covid ne retentit pas quand même sur la prise en charge thérapeutique. On a quand même fait quelques modifications, par exemple pour la radiothérapie, on réduit le nombre de séances, on fait ce qu'on appelle la radiothérapie hypofractionnée. Pour la chimiothérapie, il y a certains malades, en fonction donc de leur maladie, on peut leur faire des traitements chimiothérapiques par voie orale, en fonction donc de... C'est-à-dire que vous avez adapté le protocole au contexte. On a adapté les protocoles au contexte du Covid. Pour les malades, par exemple, on a eu surtout le problème pour les malades qui sont sous les soins palliatifs, parce qu'à Casablanca, par exemple, nous avons des équipes qui se déplacent à domicile et on prend en charge les malades à domicile pour les soins palliatifs. Malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu se déplacer à domicile et donc les malades ont été suivis à distance. On a mis même en place un système de téléconsultation pour avoir donc le contact avec les malades, et en particulier les malades qui sont seulement sous contrôle et sous surveillance. Professeur, une dernière question. Est-ce que les personnes atteintes de cancer doivent se faire vacciner? Oui, la vaccination, donc tous les malades atteints du cancer doivent être vaccinés, peuvent être vaccinés. Il n'y a pas vraiment de contre-indication vraiment absolue contre la vaccination. Il y a seulement des précautions à prendre, par exemple, en particulier chez les malades qui sont en cours de traitement. Les malades qui sont sous chimiothérapie, il est préférable qu'ils font leur vaccination un peu à distance de la chimiothérapie. Les malades qui sont sous radiothérapie... Est-ce qu'il doit y avoir un intervalle de temps ou... Un intervalle de temps donc, par rapport à la cure de quelques semaines. Et pour la radiothérapie, les malades qui sont en cours de radiothérapie ne doivent pas faire la vaccination pendant la durée de la radiothérapie, soit qu'ils font cette vaccination avant de commencer la radiothérapie, ou bien juste après la fin de la radiothérapie. Professeur Abdeltef Benedr, merci d'avoir répondu à notre invitation. Direction la région de Souss Massa qui renforce ses assises industrielles avec le lancement de plusieurs parcs dédiés, des lots pour encourager les investissements des jeunes porteurs de projets. Exemple d'une chef d'entreprise qui a investi 45 millions de dirhams dans une usine de fabrication de tubes métalliques. Mehdi Bokhari.
Souss Massa, nouveau terrain fertile d'investissement industriel dans le royaume, exemple ici dans le parc industriel de Ouled Taïma, où Fatem Zahra Messaoudi a décidé d'investir 45 millions de dirhams dans une usine de fabrication de tubes métalliques, une structure qui emploie 90 personnes pour une production annuelle de 60 000 tonnes, une jeune entrepreneur qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Par la mise à disposition au profit des investisseurs d'une zone industrielle aux normes internationales, nous souhaitons élargir nos investissements globaux au moyen terme par une enveloppe d'une valeur de 300 millions de dirhams en industrie métallurgique. Cette usine est la première à ouvrir ses portes au niveau de ce parc, une zone industrielle étalée sur 116 hectares, offrant 283 lots et qui vient en complémentarité du parc industriel intégré d'Agadir, qui affiche complet avec un premier bilan plus que probant. Cette première partie du parc industriel intégré a été mobilisée à 100% pour les investisseurs, donc nous avons un taux d'affectation équivalent à 100% pour un investissement qui dépasse les 1 milliard de dirhams et plus de 3 000 emplois à créer à terme. Aujourd'hui, l'offre au niveau des terrains industriels est là. Le foncier aujourd'hui est là. La facilitation administrative aussi est là. Les encouragements du ministère sont là. Donc Agadir soit à rendez-vous. Agadir est considérée aujourd'hui, elle n'est pas la deuxième, elle est la troisième. Elle va être la troisième zone industrielle du Maroc. Après le succès de ces différentes zones industrielles, la région de Souss Massa a commencé les travaux d'aménagement de la deuxième zone du parc industriel intégré d'Agadir, de quoi renforcer l'assise industrielle de la région, appelée à devenir un hub économique compétitif. Et toujours concernant la situation du marché du travail en 2020, ces chiffres du HCP, des indicateurs qui font ressortir l'impact de la pandémie. Le taux de chômage a grimpé à 11,9% en 2020. Le nombre de chômeurs est en hausse de 322 000 personnes, passant au total à 1 429 000. Nous célébrons aussi ce 4 février et pour la première fois la journée mondiale de la fraternité humaine. Que veut dire exactement cette notion? À quoi renvoie cette valeur dans notre vie de tous les jours et dans nos relations? Nous avons posé toutes ces questions dans ce reportage de Hicham Behlaouen et Mamadou Dié. La fraternité entre les hommes, ce sentiment d'appartenir à un ensemble homogène, certains diront simplement la solidarité. Mais c'est quoi la fraternité humaine? Nous vous avons posé la question. Les parents sont le socle de la fraternité, sans eux elle ne tient pas. De mon point de vue, la fraternité est bien une réalité et chacun a sa façon de la concevoir. Ces tendresses tendent vraiment à disparaître. On peut mourir seul, mais on ne peut pas vivre seul. C'est essentiel dans toute société, c'est à la fraternité, mais c'est essentiel. C'est un peu c'est-à-dire des valeurs telles que la solidarité, telles que la compassion, telles que l'empathie, le soutien de l'autre, éventuellement, sans prendre en considération, alors sans faire attention, ni à la confession de chacun, ni à son idéologie, encore moins éventuellement à sa race. Concept à la fois spirituel et culturel, selon donc les spécialistes. La fraternité entre les individus est plus que souhaitable. C'est une nécessité à la cohésion sociale en général et au sein des entités constituées d'hommes et de femmes, l'exemple de l'entreprise. Et du coup, la fraternité justement humaine, elle aura cet objectif-là. C'est qu'elle nous permet bien sûr de nous connecter avec soi et avec notre mission éventuellement dans la vie. N'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, alors le meilleur croyant parmi nous serait celui qui veut du bien pour lui, pour les autres, comme il le veut pour lui-même. Vouloir pour l'autre ce que l'on souhaite pour soi, n'est-ce pas là les fondements même de notre contrat social? Être bienveillant, tout simplement. Un mot à présent sur les prévisions météo avec des pluies généralisées dès ce soir. De fortes rafales de vent sont aussi attendues demain dans plusieurs provinces du royaume et des chutes de neige sont prévues ce week-end. Sport avec cette démonstration de force des Lions de l'Atlas devant le pays hôte, le Cameroun, hier en demi-finale du championnat d'Afrique des nations de football. Retour sur cette victoire avec Marwan Zrad.
Un match parfaitement maîtrisé par les Lions de l'Atlas. Ils ont dominé la rencontre presque de bout en bout. Très solide en défense, décisif en attaque, les hommes de Hussein Amoussa ont livré une copie parfaite dans un match qui semblait difficile à gérer face aux Lions indomptables. Dès le début du match, nous avons trouvé beaucoup de difficultés, et beaucoup d'organisation chez notre adversaire, donc ça n'a pas été facile. Je crois que le déclic du match était le premier but. L'équipe camerounaise a modestement essayé de percer la défense du Maroc sans jamais aboutir. Elle a dû faire face à une équipe bien construite et bien concentrée sur la rencontre. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs en défense. Bon, aujourd'hui, le Maroc a été meilleur. Bon, il a remporté, je crois qu'il mérite cette victoire. Le Maroc a donc composté son ticket pour la finale avec l'art et la manière et semble plus que jamais favori pour conserver son titre. Et ce sera lors d'un dernier challenge ce dimanche face au Mali. Pour finir, cette incroyable cure de jouvence que s'offre la Tour Eiffel à presque 132 ans dans la perspective des Jeux Olympiques, celle que l'on surnomme la Dame de Fer change de couleur, plus dorée. Exit le brun Tour Eiffel qui caractérisait depuis 1968 l'édifice de 324 mètres. Vous le voyez sur ces images, les visiteurs et les flashs des touristes ont été remplacés par les cordistes qui vont peindre le monument jusqu'en 2022, avant les JO de 2024. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le secrétaire général de l'OMT en visite officielle au Maroc était à Marrakech aujourd'hui où il s'est rendu sur plusieurs sites historiques et culturels. Une visite dans le cadre des préparatifs de la prochaine Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme qu'abritera la Cité Ocre. Quels sont les principaux enjeux de la 34e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévue ce week-end? Nous avons fait le tour de la question avec Aïzdine Rofran, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Souissi Rabat. À l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, nous nous sommes arrêtés sur les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur les malades avec l'invité de ce journal, professeur Abdeltif Benider, directeur du Centre Mohamed VI pour le traitement des cancers. Dans la page sportive de ce journal, nous sommes revenus sur cette démonstration de force des Lions de l'Atlas devant le pays hôte, le Cameroun, hier en demi-finale du championnat d'Afrique des Nations de football. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Juste après, Mourtafoun avec Esma Ainoun. Demain et tout ce week-end, c'est Wedja Dadda qui vous accompagnera. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. Excellente soirée à tous.